Donc, je vous propose de rentrer d'entrée dans le sujet, du coup, et commencer avec le premier case study. Alors, est-ce que, du coup, rapidement, vous pourriez me décrire un peu ce projet? Ouais, du coup, c'est le projet pour World Expo qui s'appelle Virtual Expo. Yes. Et c'est un projet qui transcrit l'événement physique en fait de l'exposition universelle qui se passe à Dubaï cette année. Et du Ok. coup, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. On a commencé le pitch en octobre, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et là, on est encore dans une phase du projet. Ok. Et du coup, le projet est sorti fin d'année dernière, en octobre, je crois. Et Septembre, 15 septembre. ouais, c'est ça, ouais. Et Donc, du coup, on va vous parler un peu de tout ça. hésite pas, voilà, donc très régulièrement, tu vois, ce que j'aime bien faire, c'est faire quelques recherches. Si on, voilà, on peut faire ça en direct si jamais, voilà, il y a des rêves, des choses comme ça. Et du coup, ben là, typiquement, bah, on prend le temps de regarder du coup le site et de voir un petit peu comment il est conçu. Ouais. Donc, en quelques mots, du coup, comment est-ce que ça s'est passé ce projet? Quel a été le pitch de départ? Comment ça s'est passé? Je pense que le pitch de départ, c'était de retranscrire donc l'événement physique, que Ouais, ce soit l'architecture, mais aussi toute la partie contenu derrière. Ça, ok. c'était la base. Et je crois qu'initialement, on devait aussi avoir une partie connect avec des social networks et tout ça. Mais finalement, on a laissé tomber puisque ça devait être inclusif pour tous les pays et la Chine en faisait partie. Et on sait que Chine et social media, c'est pas Ouais, tout à fait ok. le feu, mais ouais, c'était le pitch de départ. Ok. Et du coup, il y a un peu deux grosses parties dans le projet. Il y a toute la partie 3D. D'ailleurs, il y a Paul, je crois, qui est dans le chat, qui a bossé pendant très longtemps avec nous sur le projet. C'est son bébé aussi. Ok. Et voilà. Et du coup, il y a toute la partie 3D, mais il y a aussi une partie contenu qui est monstrueuse derrière tout ça qu'on voit peut-être pas forcément au premier abord. Ok. Et bah, ce dont je voulais vous parler là avec Camille, c'est d'abord bon, ouais, du processus créatif dans son ensemble, mais avec bah, les étapes classiques en fait de la création d'un projet de site web, surtout sur la partie créative, UX et UI. Mhm. Bah, la première étape, c'est la création des moodboards, quoi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on montre assez rarement dans un projet, parce que c'est vraiment initial. Vraiment le tout début, on ne sait pas trop où on va, mais c'est intéressant parce qu'on peut souvent attacher certaines images de ce moodboard au projet final, comme ici les premières planches en fait, de recherche pour l'univers 3D, Ok. avec l'aspect low poly, très blanc à l'époque. Et puis Donc, ici, c'était d'autres moodboards, mais plus pour la recherche de la lumière, en fait, des effets qu'on pourrait appliquer sur la future map. ok. Donc là, c'est purement de la recherche. Après, vous utilisez des outils particuliers, par exemple, pour agréger tout et le partager, ou c'est vraiment... Il n'y a pas d'outils particuliers. Comment est-ce que vous organisez en général? Non, là, c'est super simple, hein. On utilise Google Slide et on partage les écrans avec le client pour une présentation, ça fait standard. Mais ouais, après, il y a différentes façons de produire une moodboard. Ici, ils sont statiques. Pour moi, c'est la façon dont je travaille habituellement, mais il y a plein d'outils en fait qui permettent aussi d'ajouter des GIFs, des petits bouts de vidéo quand ça a du sens. Mais là, c'est des screen capture, donc tu ne le verras pas. Mais ouais, certaines Mhm. images peuvent être animées aussi, ça apporte de la vie, pas mal au moodboard, quoi. Mais ça reste une Ok. collection d'images. Ok. Enfin, c'est intéressant quand même de dire que ce moodboard, on ne l'a pas fait dans notre coin. Et, on l'a déjà partagé avec les artistes 3D qui étaient voilà, sur le projet, en fait. Donc, ce qu'on présente là aux clients, en fait, on sait que ça passe techniquement Mhm. parce qu'on l'a fait valider aussi avec les gens avec qui on va collaborer, quoi. Ok. Euh, et puis, à côté de ça, bah, évidemment, il y a la map sur laquelle on a commencé à réfléchir hyper tôt. On a eu des premières cartes, des premières ressources du client qui sont sorties assez vite, quoi. Donc, c'est jamais une matière très facile à travailler, mais au moins, ça nous donnait une idée de ce parc d'attractions géant, en fait, qu'on allait devoir, avec lequel on allait devoir travailler pendant plusieurs mois. Et donc, en parallèle des moodboards, en fait, on a créé un prototype qui était hyper simple, mais c'était aussi pour valider un peu notre approche auprès du client. Et donc, avec quelques buildings très blancs, avec ce dôme au centre là que tu vois ici, qui est un peu la pièce maîtresse de l'exposition. Voilà, juste pour leur dire, bah, on est capable de construire cette map, vous voyez. Euh,
avec quelques bâtiments, déjà, on peut avoir une idée de ce qui va se passer, quoi. Ok. Là, Ouais. c'est vraiment l'étape 0 du projet. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait un nombre de bâtiments monstrueux, là, comme on a pu le voir sur la map juste avant. C'est un Disneyland, en fait, le truc. Et ouais, c'était ça, le proof of concept, un petit peu montrer qu'on était capable. Et du coup, c'est Samedi, comme on l'a dit dans le chat, qui a bossé dessus, avec Jordan aussi. Ok. Et ouais, ça a beaucoup bougé au fil des mois, comme vous allez voir. Ouais. Et en bas à droite, là, c'est juste aussi très tôt, on montre au client, peut-être qu'on pourrait naviguer comme ça sur la map, zoomer, dézoomer, se balader avec un drag, super simple, quoi. Voilà, vraiment très simple, le plus simple possible en vrai. Ok. Euh, Et donc, en fait, donc là, si je comprends bien, systématiquement, vous avez une espèce de process itératif, on va dire, c'est-à-dire qu'au début, vous partez vraiment plus sur la partie inspiration en soi, ok? Et ensuite, vous commencez simple et puis vous allez dégrossir, en fait, finalement, au fur et à mesure. C'est ça l'idée, si je comprends bien. Ouais, il y a eu aussi, on se rendait compte de ce qu'on pouvait faire au fur et à mesure que les mois passaient, tu vois. Au début, on voulait pas non plus vendre quelque chose dont on n'était pas 100% sûr. Ouais. Et plus ça allait, finalement, plus il y a eu de la confiance et plus l'équipe tech nous a dit, ok, c'est possible, on peut aller plus loin. Et du coup, on poussait un peu plus vers le bout à chaque fois, quoi. Ouais, parce que systématiquement, alors ça c'est pareil, j'imagine, c'est qu'il y a cette fameuse problématique aussi de la faisabilité technique, et donc valider au fur et à mesure, parce que voilà, c'est tout le, j'allais dire, à la fois l'intérêt et l'inconvénient du web créatif, c'est que on jongle en fait avec des technologies, il y a une partie qu'on maîtrise, une partie un peu moins, et il y a toujours un petit peu de découverte, je pense que Dorian nous en parlera tout à l'heure. Donc, process itératif, ça c'est, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez régulière sur les différentes interviews. C'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, du coup, on affine et la partie créa et la partie technique, on fait des validations comme ça, step by step. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir ça. ouais, et du coup, en fait, on a cette première map là qui est sortie assez vite là au mois de mars, hein. J'ai un peu daté en dessous là pour qu'on puisse se rendre compte, parce qu'en fait, c'est un projet qui se passe sur 10 mois, ce qui est énorme, hein. En général, Ouais. c'est pas aussi long. Et donc, on a cette première map, on était assez contents, hein, nous-mêmes, on était tous un peu. Voilà, on s'est dit, on va y arriver, quoi, c'est chouette. Et donc, on avait fait cette page Coming Soon, voilà, pour déjà commencer aussi à donner des outils aux clients pour communiquer sur le projet. On l'a ici en version nuit, parce que ça, c'est une demande qui est arrivée très très tôt aussi. Le client avait vu Tomorrowland. Si vous allez sur le site de Doc Studio et que vous regardez le case de Tomorrowland, vous verrez que c'est aussi une île, une sorte de paysage comme ça, 3D, qui a été réalisé avec une version jour et une version nuit. Donc évidemment, les clients Expo étaient intéressés pour avoir aussi cette double version. Donc on l'a intégré très tôt dans le projet. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est un point sur lequel, enfin, qu'on ressent assez fortement, hein, finalement. Le projet donc Tomorrowland, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc Tomorrowland, qui est un festival de musique électronique qui a lieu chaque année. Donc, Covid oblige, il a fallu prendre des mesures. Et donc, le festival, finalement, a eu lieu de façon virtuelle. Donc, c'est un projet, évidemment, qui a beaucoup fait parler de lui sur la toile. Je vais essayer très rapidement de partager mon écran. Hop, voilà, comme ça vous pourrez voir. Donc dans les cases du site de Doc Studio. Donc c'est ce projet-là, hein. Et on voit effectivement que graphiquement parlant, et après en termes de navigation, il y a évidemment de l'idée, des choses qui ont potentiellement, j'imagine, été reprises en termes de mécanique. Donc c'est quand même intéressant de voir que ça a été transposable. Est-ce que finalement, j'avais une question, est-ce que le client est arrivé en vous disant je veux ça, ou est-ce que c'était plus de l'ordre de, voilà, en termes d'inspiration, parce que ça c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant des fois de se dire, je me souviens notamment sur une interview précédente, c'était Immersive Garden, où Dilshan disait, voilà, on n'aime pas faire tout le temps les mêmes projets, etc. On aime bien avoir des projets assez uniques. Donc quelle a été la démarche finalement du client sur le projet Expo Dubaï? C'était clairement dans le brief d'intro, hein. Ok, d'accord. Alors en fait, il faut aussi se dire que c'est Dubaï, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet surdimensionné Ouais. avec des attentes qui sont très fortes, quoi, et des exigences aussi hyper fortes. Ouais. Donc, si le client veut un mode nuit sur la map, sur la carte, en fait, on va le faire, quoi. Ok, d'accord.
Donc, ouais, c'était évidemment une collaboration, mais avec un client qui voulait, qui demandait beaucoup, Ouais. clairement. Mais c'était bien. Et j'ai vu passer une question tout à l'heure dans le chat. Alors, vous inquiétez pas, dans le chat, je lis au fur et à mesure. Malheureusement, je peux pas répondre à tout, hein, mais je lis. Il y avait une question aussi au niveau des décalages horaires. Du coup, c'était pas trop compliqué de bosser du coup avec eux comme ça, parce que finalement, c'était. Enfin, voilà, il y a des décalages horaires permanents. Donc, pour communiquer, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, du coup, on avait la matinée principalement pour leur parler et puis le début d'après-midi. Mais c'est vrai que ça clash un peu avec l'équipe qui se trouve à Mexico ou bien à Chicago. Et du coup, il y avait un créneau tout faible quand on pouvait leur parler. Mais finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Avec Lorena, on était là le matin et nous, comme ça, on avait le temps de faire nos trucs de nos côtés et puis de préparer les appels avec les clients. Ouais. Et puis après, la team US et Mexico L'après-midi. venait prendre le relais. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment. Ah ouais, alors ça, du coup, ben, finalement, c'est un avantage qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, mais du coup, ben, le fait que vous soyez international finalement et que vous ayez des bureaux un peu partout, ça veut dire que potentiellement vous pouvez vous briefer entre vous et voilà, il y en a un qui prend le relais, etc., etc., quoi. Ouais, bah ça se passe souvent comme Ouais. ça. Ouais. Ouais. Ok. Il manque plus que Doc Studio en Inde et on peut faire les 3-8. H24, ouais. Si vous pouviez vous implanter aussi à Figeac dans le Lot, c'est dans le sud de la France, c'est là où j'habite. Moi, il n'y a pas de problème, je fais une antenne tout seul, de moi, et puis je ferai une antenne Et il y com a un si vous voulez. décalage horaire dans le lot ou pas? C'est ça qui nous Pas intéresse. vraiment, non, 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 pas vraiment. On est horaire de Paris, on est timé, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, après, avec un petit accent du sud-ouest, tu l'auras deviné. Ok, du coup, Lorena, on te laisse, voilà, on te laisse continuer rapidement avec. Ouais, je déroule un peu sur cette map qui Ouais. est vraiment été l'objet de différentes. Enfin, elle a changé de peau, quoi, j'ai envie de dire, presque au fil du temps. On a eu un moment comme ça où en fait on essayait de rendre cette map très. Quoi, avec cette texture clay, quoi, un peu plus intéressante. Et donc il y a eu toute une période où on a essayé d'amener de la transparence en fait dans les buildings. Et aussi de la couleur, mais un peu plus pour se rattacher aux toutes premières images de la map qui ont été fournies par le client. Et donc, on essayait de ramener un peu cet univers-là, mais pas seulement en mode nuit, quoi. Parce que là, on a les couleurs en mode nuit, mais on les a pas en mode jour. Et du coup, bah, premier problème, quoi. Comment est-ce qu'on ramène ces couleurs là en mode jour? Ok. Donc, on essaye avec cette transparence de building et c'est un peu laborieux. On voit bien que bah, la map devient un peu complexe et un peu difficile à lire. Ouais. On voit ici qu'on essaie aussi de mettre de la texture sur les bâtiments, en fait, qui est la texture qui est utilisée. Et puis, je pense que c'est même en parallèle, on a un autre problème qui commence à s'installer tout doucement, c'est qu'on a cette map complète, quoi. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est comme une hélice un peu. Donc, il y a une fleur avec 3 pétales. Et en fait, on commence doucement à comprendre que la map seule ne va pas être suffisante. Mhm. Donc, en fait, il va falloir trouver un moyen de pouvoir se rapprocher des bâtiments. Ok. Et se rapprocher tant et si bien qu'on puisse reconnaître en fait l'architecture même des bâtiments. Donc ça, c'est une nouvelle donnée qui va arriver tout doucement, mais sûrement, Mhm. et qui va nous obliger aussi à complètement repenser la façon dont on va travailler la navigation dans la map. Et donc, on va plus parler seulement de map, mais on va aussi parler de district, avec donc 3 districts ici, et puis encore 2 autres sur les côtés là. Et puis au-delà de ça, il y a encore quelque chose qui va se rajouter comme ça dans l'été. Petite particularité, petite difficulté supplémentaire. Ce sont les oasis. En fait, ce sont des petits univers qui vont venir se positionner autour de la map et qui n'existent pas en vrai. Mhm. Et qui vont en fait être des portes d'entrée vers le site. Des portes d'entrée plus directes en fait vers certaines sections du site, pour accéder au contenu de manière plus rapide, comme la page des partenaires, comme la page avec toutes les vidéos. Et puis, je n'ai plus en tête les autres sections, mais Camille pourra en parler. Ouais, c'est ça. À la base, on avait que la navigation en fait, pour accéder aux sections, aux autres sections du site. Et finalement, le client aimait vraiment cette fameuse map et s'est dit que ce serait trop bête de ne pas l'utiliser pour ouais, donner des accès aux autres sections qui sont pas moins importantes finalement en comparaison à la map, quoi. Mhm. Et du coup, ces oasis-là, elles ont été complètement imaginées donc par Paul, ici présent. Par Paul, ouais. Ok. Ouais, d'ailleurs, avec le même travail de recherche de moodboard, le même travail créatif, en fait, qui était super intéressant pour mettre au point ces oasis que vous pouvez voir plus en détail sur le case de Doc Studio aussi.
Et donc voilà, on avait cette vue map, ces oasis et tout ça qui commençait à se mélanger. Et là, on sentait qu'il y avait un nœud, quoi. On est en août, on est début août ici, il faut savoir que le site sort le 15 septembre. Ouais. Et en fait, on ne sait toujours pas à quoi va ressembler cette map. Et là, ça commence un petit peu, la pression commence doucement mais sûrement à monter à ce moment-là. Et puis, en fait, à force de travail et surtout aussi avec le boulot d'Henri, derrière, qui vient ramener sa patte en tant que directeur de création sur le projet, quoi. On essaye en fait de lier tout ça, de faire en sorte que ça devienne un seul et même univers, quoi. C'est vrai qu'on a mis très longtemps à finalement s'imaginer le résultat final, quoi. On s'appelait avec Loana quasiment tous les matins pour parler d'autres choses et tout ça sur le projet, mais à chaque fois on se disait mais en fait ça va ressembler à quoi, quoi. Et ça, alors, c'est une question que je voulais pas te couper, mais juste, je reviens juste quand tu disais, Lorena, on a les oasis qui se sont intégrés, qui en fait sont des sections, etc. Comment est-ce que vous deux, voilà, en tant que créa, comment est-ce qu'on peut gérer en fait le fait de bosser sur des sites comme ça créa, parce que finalement, il n'y a pas de sur des sites que je qualifierais, c'est pas du tout péjoratif, mais de plus classiques, on sait qu'on a, voilà, en termes d'UX, on a tout un tas de bonnes pratiques, de choses comme ça. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à gérer, en fait, parce qu'il y a quand même une logique derrière tout ça voilà, délivrer une information, quand même, hein, c'est pas que du créa, c'est pas que de l'animation, c'est aussi délivrer une info. Comment est-ce que, quand on a tout ce type de contraintes, on arrive à se sourcer, on arrive à chercher des choses qui soient à la fois très créatives, mais qui permettent d'être pertinents et de conserver une certaine UX, voilà, qui soit elle aussi pertinente et qui délivre comme il faut l'information, quoi. Ouais, ça a été une bataille de longue haleine, hein, sur ce projet, et puis c'était aussi des questions de parti pris, quoi. Nous, on croyait à fond dans la map, on voulait la mettre en avant, et on voulait que ce soit vraiment le front de ce site. Et du coup, ouais, si tu demandes à un UX pur, il va te dire que c'est pas trop praticable, tu vois, et que c'est pas forcément la meilleure façon de délivrer les infos. Ouais. Mais ouais, c'est tout, tout est dans la balance finalement, entre ce qui est vraiment une claque visuelle comme ce qu'on a ici, tu vois, Ouais. et quelque chose de plus classique. Après, on a essayé de mixer les infos aussi sur le site. Il y a pas mal de petites choses qui viennent aider les utilisateurs plus novices. Ouais. On a ce truc-là qui vient du bas de la page pour présenter des événements. On a essayé de mettre en place plein de petits éléments comme ça quand même pour guider les utilisateurs. Parce que justement, le site, il est censé parler à tout le monde. C'est ça Ouais. qui est un peu complexe avec celui-là. Ouais. Et Ok. effectivement, la map est plus complexe peut-être à pratiquer que le reste du site. Et une fois que tu es rentré dans le contenu, en fait, on a des trucs beaucoup plus classiques de redirection, etc. Ouais. Le breadcrumb, la navigation globale, Ok. que du coup, on ne voit pas ici. Après, il y a des choses aussi où on laissait, c'est un doux mélange entre laisser les gens s'exprimer, rester humble face aux clients, mais conserver quand même une certaine ambition sur le projet. Et donc, par exemple, les Oasis, c'est vraiment une pure création, un échange direct entre les artistes 3D, le chef de projet qui s'occupait de la team 3D, et le client, dans lequel Camille et moi, on n'intervenait pas. Donc, on n'était pas toujours tous ensemble, quoi, mais on essayait d'être toujours synchronisés sur les envies de chacun et le site web en lui-même avec toujours garder en tête qu'en fait, ce site, il va être utilisé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Et il va rester longtemps en ligne. Ok. Ok. Dernière question, et puis après on avance un petit peu au niveau de la presse. Il y a une question qui est intéressante dans le chat de Yinkist, je ne sais pas si je le prononce bien. Est-ce que vous avez eu des stats de navigation? Combien de temps un visiteur passe dans l'expo? Autant que dans l'expo physique, ou est-ce que voilà, physiquement ou virtuellement il y a des différences? Enfin, est-ce que vous avez des métriques un peu qui sont ressorties de ce projet-là? Physique versus virtuel, il n'y a pas photo, hein. L'expo physique, c'est énorme. Du coup, il te faut plusieurs journées pour tout visiter, quoi. Puis c'est des Ouais. bâtiments magnifiques. Donc je pense que c'est vraiment dur de comparer. Par contre, bon, non, on n'a toujours pas eu les analytics du site là, mais en fait, ça dépend vraiment des événements. Parce que par exemple, il y a eu Alicia Keys, il y a eu des groupes de pop coréens, et ça fait booster les nombres de fou. Ouais. Et c'est surtout ça, en fait, c'est vraiment lié aux événements. Et du coup, c'est pas vraiment en lien avec la map ici, mais
Mais ça, c'est des petits trucs que tu viens, quand tu viens justement sur le site, tu as ce bottom drawer, comme on l'appelle. Et là, tu as le lien direct, en fait, à ces événements sponsorisés, enfin pas sponsorisés, mais que Expo veut mettre en avant. Mhm. Et c'est de là que les views viennent principalement. Ok, ça roule. Donc j'avance Ouais, si vas-y. tu veux, Antoine. Donc ouais, différents Photoshop. Hein. Ici, on est vraiment sur du Photoshop associé aux exports 3D des artistes. Et voilà, on réintègre la couleur et finalement on décide d'abandonner en fait le détail des bâtiments pour revenir en fait à la texture clay. Et donc du coup on a cet entre-deux là entre la végétation qui est quand même présente, la couleur qui est quand même présente et on comprend ce qui se passe quand il n'y a pas trop d'informations. On est dans un juste milieu quoi. Et voici la version finale qu'on a actuellement sur le site. Voilà, à côté de ça, évidemment, on a la création de tous les pavillons et il y en a la tonne. En fait, les artistes 3D se basaient sur des photos qu'on avait à disposition, qui sont des rendus de certainement des architectes qui ont pensé le bâtiment. Ouais. Et je pense qu'ils recevaient des fichiers de la part du client, mais ça, ils vous en parleront peut-être plus dans le chat s'ils sont encore là. J'imagine Puis après, des fichiers bien lourds de 3D qu'il faut réoptimiser, etc. Puisqu'on est dans un cadre, dans un contexte en réel, donc voilà. Exactement. Ouais. Et le WebGL, c'est exigeant et la performance, c'est le mot-clé. Hein. Je pense qu'on a entendu ce mot-là des milliers de fois. Clairement. Et donc là, il y a eu un travail de titan, je pense, qui a été fait sur plusieurs mois, qui a été doublé par le fait qu'il fallait les bâtiments en mode jour et en mode nuit. Ah, ok. Et j'ai pas posé la question, mais je sais pas si vous l'avez dit, mais combien il y a de personnes et de corps de métier différents là sur ce projet? Ah ouais, on était beaucoup. Hein. On n'a pas fait la liste, mais environ, pense mais vraiment, que côté 3D, ils étaient... si on met ensemble les créatives et... Il y a à peu près 30 personnes plus ou moins. Henri nous dit dans le chat. Au moment Ah le bah plus voilà, intense. c'est ça. Ok. Et combien de développeurs du coup? Oula. Presque 10, non? Je pense. Ouais, côté WebGL, du coup, les gars étaient 2. Ouais. Ouais, 2, les front-end. Front-end, il y en avait au moins 3. Ouais, parce qu'il y a un peu beaucoup quand même. Il y a une partie administration aussi du site, donc un peu de back-end aussi, j'imagine. Oui, si, j'ai pas bien plus que ça, oui. Qui a été géré quasiment par une personne. Donc gros respect aussi à lui. Ok, ouais. 2 UX, 3 designers en UI, ouais. Ouais, donc ça fait quand même du monde. Je vois qu'il y a Jeep Twitch qui pose la question qu'il ne faut pas poser. Dans le chat. Vous avez été invité à l'expo sur place ou pas? Ben, on ne sait pas. Sûrement bientôt. On est censé y aller bientôt, en fait, tous ensemble dans la team. Ouais. Mais c'est un running gag, j'en profite qu'Henri soit là dans le chat, parce qu'on ne sait toujours pas quand. Mais c'est un running gag dans la team. Ouais, on a plusieurs screens comme ça. Ici, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, voilà, on parlait des détails tout à l'heure, une petite spécificité de chez Doxio, mais là, jusque dans les petits flags, en fait, qui constituent les allées centrales des districts qui viennent habiller. Et ben, en fait, on utilisait un habillage spécial qui était en lien avec les guidelines de Expo, donc, pour te dire. Ok. Ici, on est sur une vue du Sustainability District qui était particulièrement important pour Expo avec ce magnifique pavillon ici. Tu vois aussi l'habillage, la couleur verte sur les bâtiments, là, du coup, qui ancrait le système graphique dans la map. Quoi. Parce que c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir sur ce que tu as dit quand tu dis du coup vous aviez des guidelines du coup c'est que vous aviez des contraintes fortes j'imagine, toute une identité graphique à faire valider parce qu'ils doivent avoir leur propre identité graphique j'imagine. Oui et non, en fait ils nous ont donné les guidelines puis après ils nous ont dit oui mais en fait vous pouvez faire sans. Okay. Donc et puis tout à coup on s'est rendu compte que quand même les couleurs de la map c'était important. Ouais. Donc oui on a eu... ça a été par étapes. Quoi. On a quelques screens après qui vont montrer un peu comment on a travaillé l'UI parce qu'en fait, l'aspect de la map a un impact sur l'UI qu'on va développer derrière. D'accord. Et donc ça aussi, c'est un processus qui est assez lent, mais du coup, à chaque update de la map, on est obligé d'ajuster un petit peu. Ok. Et puis ça, c'est juste pour montrer en fait ce qui s'est passé après. Hein, c'est qu'en fait, la map, une fois qu'elle a été sortie le 15 septembre, elle a continué à vivre
suivant les événements. Donc, à la fin de l'année, avec Noël, par exemple, là, je vous montre quelques screens des recherches qui ont été faites. Donc c'est un travail qui continue, quoi. Qui va continuer d'ailleurs jusqu'au mois de mars. Ok. D'accord. Ah ouais, donc vous prévoyez à chaque fois des events en fait en fonction du moment et que vous devez, donc ça veut dire remise en prod, j'imagine, etc. systématiquement. Et donc le projet en fait dure sur la longueur quand même. En fait, on Ah oui, a... tout à fait. Ouais. On t'en parlera après. Ah, si j'empiète sur la suite de la presse, on en parle après, il n'y a pas de problème. Et puis ici, là, j'ai presque passé le micro à Dorian parce que je suis pas spécialiste, mais c'est l'outil en fait qui a été utilisé pour régler certains paramètres de la map, quoi. Notamment ce qu'on voit là dans la petite vidéo, c'est Henri qui fait la démo de comment régler un nuage, sa grosseur, sa hauteur, sa forme. Ouais. Là, ils sont rouges pour qu'on voit bien en fait ce qui se passe. Et je sais pas, Dorian, si tu veux ajouter quelque chose à ça. Ouais, je peux vous montrer en live, je l'ai ouvert là. Tu veux que je bascule Alors sur ton après, écran du coup? ouais, je veux Ouais. bien, s'il te plaît. Hop. Du coup, la pièce centrale du site, c'est quand même la map. Donc, pour qu'on puisse avoir un niveau de craft vraiment, vraiment avancé pour tous les éléments de la map, les gars de la team dev, en tout cas WebGL, ont beaucoup bossé sur des tools, notamment des GUI un peu avancés, Mhm. où en fait, on peut changer à peu près tout ce qu'on veut, par exemple, je ne sais pas moi, le post-processing, on peut tweaker la gamma du site, enfin c'est des trucs un peu classiques, mais en fait tu peux tweaker vraiment tous les éléments du site aussi, et ainsi que je crois que ça c'est la vue de debug, ouais, où tu peux tweaker aussi les nuages. Enfin, l'idée c'est de pouvoir donner des outils à tous nos designers pour qu'ils puissent vraiment positionner exactement le petit truc au bon endroit et que ça gagne en homogénéité globale. C'est assez rigolo aussi, parce que je crois qu'on peut activer les feux d'artifice. Exactement. Ouais, quelque part. Ouais, là. Et en Je sais pas fait, si on voit, là, une fois mais... une fois qu'on est content, on fait un print screen de petits paramètres et puis on envoie. Et je pense qu'il y avait moyen aussi d'updater des fichiers, etc. Donc ouais, c'est un outil puissant pour tout ce type de réglage. Par contre, ce qui a été laborieux, c'est qu'il fallait le faire pour chaque district. Donc comme il y en a 5, voilà, c'était très long. Je pense qu'il y a bien eu 15 jours de travail en tout pour adapter tout ça. Ouais, c'est là que ça commence à se corser un peu pour Laura et moi, en tout cas. Ouais. Donc, on a commencé à bosser sur les interfaces du site. Ça, c'est des vieux écrans qu'on avait sortis pour le pitch, je crois. Donc, ouais, Ouais. octobre, il y a 2 ans. Et on en avait fait déjà pas mal, en fait, voir comment naviguer la map, comment accéder aux pages de contenu, en fait, parce que chaque pavillon a forcément une page de contenu derrière qui parle de son architecture, qui a des événements liés, peut-être des podcasts, des vidéos et tout ça. Et donc on a eu fait beaucoup de découvertes là-dessus. On était vachement guidés aussi par le contenu du client. Ouais, on a fait beaucoup de sitemaps pour essayer d'organiser le contenu qui était finalement massif sur le site. Là, on se rend un peu plus compte peut-être de tout ce qu'il y a. Ouais. Il y a toute la partie qui s'appelle Listen and Watch, où il y a un répertoire monstrueux d'événements. En fait, tous les jours, il y a à peu près 60 événements qui sont retranscrits sur le site, et chaque événement a donc une page de détails avec des informations additionnelles, etc. Et tout ça, bien sûr, est géré par un CMS derrière que le client vient encoder. Et il y avait toute la thématique de comment est-ce on vient broser ces événements, est-ce qu'on attend qu'ils soient publiés, est-ce qu'on met en avant ceux qui sont live. Ouais, beaucoup de contraintes niveau contenu, et qui est venu assez tard finalement dans le projet. On avait sorti pas mal de pages, et le client aussi avait le contenu à retardement, puisque le site était en train de se faire en même temps qu'eux étaient en train de créer le contenu pour l'événement à venir, quoi. Et en parallèle, on commence à faire des petits éléments UI comme ça pour essayer de poser un peu l'univers, quoi. Alors, comme tu peux le voir, c'est très coloré ici. Là, on a la petite cover des guidelines d'Expo. Et comme tu me l'as demandé tout à l'heure, en fait, ils nous demanderont après de nous éloigner de cet univers-là très, très chaud.
Mais voilà, on voulait vous présenter là vraiment les tout premiers éléments UI, les petits boutons, les petits états ouverts, les petites icônes. Voilà, en phase de discovery, quoi. Ok. Alors au final, Ouais, petit un récap chiffre sur les... important. Et ça, c'est que les écrans, je pense, qu'on a sortis sur InVision, donc ceux qui ont été publiés. Ça prend pas en compte tout ce qui est parti à la poubelle, donc plus du double, en fait. Donc, et en plus, en UX, on n'a pas fait toutes les étapes, donc on va voir qu'il y en a encore plus en UI. Je vois une petite question sur Ouais. le CMS. J'avoue que moi, c'est pas trop mon domaine de prédilection, mais du coup, on a bossé sur Contentful, et je sais qu'on a fait des petits tweaks pour que ça colle bien, du coup, pour le client. On a essayé de bien mettre des petits help messages pour aider les gens qui venaient uploader le contenu de côté expo. On a fait des petits livrets de documentation pour les aider aussi en tant que, tu vois, pour donner des sizes requirements et tout ça. On a fait beaucoup de documentation aussi pour ce projet, pour bien guider les clients et leur montrer comment nous on pensait que ça allait fonctionner et pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises à la fin, quoi. Ok. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur la partie technique. Peut-être qu'on fera un petit laïus à la fin d'Orient très rapide hein, sur cette partie-là, puisque on a un deuxième case derrière. Mais Ouais. voilà, s'il y a des petites questions, on les verra juste après. Ouais, après, on s'est rendu compte assez vite, là, dans le process, que finalement, des fois, il y a une marge de manœuvre entre l'UX et l'UI. On peut réarranger un peu les informations, on peut se permettre quelques libertés, etc. Et ici, vu la complexité du projet, vu le nombre de templates qu'on devait développer, en fait, on s'est rendu compte assez vite, autour du mois de mai-juin, je dirais, qu'il fallait vraiment qu'on soit très proche de l'UX pour tenir la cadence. Et c'est assez rare finalement enfin, ça peut être frustrant parfois et c'est aussi pas vraiment la démarche la plus créative, mais ça nous a obligés aussi à trouver des solutions très simples de mise en page, de collection d'icônes, etc. pour pouvoir avancer le plus rapidement possible parce que le temps passait vite et que le nombre de templates était juste fou. Et donc on est arrivé à plus ou moins 500, beaucoup de templates en UI, desktop, tablette, mobile ont été développés pour pouvoir assurer le responsive. Et aussi la version, ce qu'on appelait les large screens, donc les versions où les écrans sont très grands. Ouais. Et d'ailleurs, Henri, il avait une attention particulière par rapport à ce détail qui n'en est pas un, parce qu'on imagine qu'à Dubaï, peut-être qu'ils regardent le site sur des télés géantes, et en fait, il faut aussi que ça rentre bien, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a eu une adaptation aussi de la grille par rapport à ça. Ok. Et petite question intermédiaire, je ne l'ai pas demandé, mais vous bossez du coup c'est sous Sketch et InVision, c'est ça, ou Figma? Sketch pour ce Ouais, projet, non. du coup. Ouais, on Ok. essaie de garder le même outil pour UX et UI. Ok. Parce que c'est plus simple après pour importer nos trucs, mais en soi, on n'a pas trop de préférence, hein. On va sûrement repasser sur Figma bientôt, hein. Ok, ça roule. Non, c'était pas, il n'y avait pas de question piège, hein, c'était vraiment, c'était vraiment à titre purement informatif et de curiosité. Ok. D'ailleurs, on ne t'en parle pas là comme ça, mais en fait, pour faire valider auprès du client notre travail, en fait, on n'a pas montré des screens de ça, mais on faisait valider en fait nos présentations Google Slide, quoi, et on leur demandait de mettre un petit marqueur de validation, quoi, parce que pour eux, manipuler l'outil InVision, c'était déjà quand même assez complexe, quoi. Donc, on essayait de trouver les outils les plus simples pour obtenir les validations. On sait que c'est le nerf de la guerre, hein, la validation dans les projets. Et donc, c'est le système qu'on avait trouvé. La minimap, on voulait en parler parce qu'en fait, personne ne la voit plus vraiment, alors que ça a été un objet de discussion sensible pendant une période assez importante du projet. Donc, on voulait vous montrer les recherches de cette petite chose qui est visible sur la map si vous cliquez dans les réglages, je pense. C'est le petit location icône, là, de couleur. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et voilà, c'est un objet qui nous a tenu à cœur et aujourd'hui, il n'a pas la place qu'il mérite, mais il a subi de nombreuses transformations avec nombreuses hypothèses de traduction, même des choses un petit peu improbables comme ce qu'on peut voir ici. Et voilà, c'était simplement un outil pour pouvoir se repérer en fait dans cette map, parce que comme on l'a expliqué un peu au début, il y a la full map, quoi, donc il y a la map dans sa globalité, et puis il y a les districts. Donc imaginez-vous expliquer ça à un utilisateur.
qui n'avaient pas forcément l'habitude de ce genre de navigation. C'était un peu le défi. Et voilà. Et au fil du temps, finalement, cette map, elle a été rangée. Elle a été rangée dans notre navigation, on ne la voit plus. Et voilà, on l'aimait bien. Ok, ouais, donc Ouais, on voulait finir. c'est quelque chose que je pense aussi qui doit être. Alors, j'imagine qu'après, avec le temps et l'expérience, c'est quelque chose sur lequel enfin, on apprend, hein, évidemment, mais ça doit quand même créer de la frustration parce que déjà de base, on voit quand même que le travail est colossal, hein, que ce soit en termes du UX, j'imagine même pas en dev, en fait, ça doit être exactement du même acabit. C'est quand même pas évident de se dire en fait finalement que sur ce genre de type ce genre de projet finalement on a beaucoup de travail aussi qui va être mis à la poubelle en fait et comment on gère en fait ce genre de frustration finalement. Disons qu'il faut accepter à un moment donné que c'est un projet qui nous dépasse et qu'on n'est pas maître du jeu jusqu'au bout. Ouais. Et qu'il y a des choses qui vont pas pouvoir être utilisées, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, j'ai presque envie de dire. Et qu'il faut pas penser que c'est du travail perdu, mais simplement ça fait partie du projet. Il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'on va jeter, mais c'est pas grave. En fait, il faut juste continuer à avancer, il faut jamais... Ouais, faut pas lâcher prise, quoi. Ce qui peut être vraiment... ce qui peut être le cas hein, sur des projets de 10 mois comme ça. Évidemment, on n'était pas toujours au méga top de la forme. Ouais, Il y bien a eu sûr. des moments hyper chauds, il y a eu des moments super forts. On était tous vraiment complètement contents, excités. Donc, ouais, ça a été une sorte de marathon, quoi. Mais avec des vrais moments avec vraiment des pics de stress ou de fierté, quoi. Mhm. Donc, ouais, ça reste une expérience inédite quand même. Dorian, On fait avec. tu dirais pareil du coup toi en tant que dev, t'as le même ressenti? Ah ouais, moi c'était une grande expérience très très compliquée. Non, en fait, le truc c'est que j'ai personnellement pas fait partie de ce projet-là, même si ça a accaparé 90% de la team dev de Doc Studio. De façon Euh, globale, hein, je voulais dire, hein, de toute façon, parce que bon, globalement, on a compris que chez Dog Studio, c'est quand même des projets, pour la plupart, qui sont de cette envergure-là. Donc, en tant que dev, du coup, toi, ton ressenti, c'est assez intéressant de savoir, bah, du coup, que tu taffes des fois sur des trucs qui vont finalement partir à la poubelle et des trucs Ah, sur lesquels tu as pu bosser pendant quand même pas mal de temps, quoi, tu vois. bah ça c'est ouais, ça fait partie du taf. Mais c'est ça qui est cool en fait. C'est pas tant faut pas se dire que tu bosses et que tu jettes ça à la poubelle en fait. C'est que c'est un projet surtout un projet comme World Expo qui est aussi grand, qui s'étale sur aussi longtemps, avec autant de contenu, autant d'éléments, quoi, que ce soit UI, interface, UX, ou WebGL, etc. C'est quelque chose qui se construit sur la durée. Tu peux pas arriver direct avec des maquettes et ensuite on passe à l'intégration et après c'est fait, tu vois. Ouais. Donc comment on trouve les meilleures choses, les meilleurs tweaks, etc. Ben, c'est un travail continu en fait. C'est-à-dire que t'itères, que ce soit en 3D, en créa ou en dev, c'est pareil. Et ensuite, en fait, ouais, tu passes beaucoup de temps à faire des trucs qui vont pas être au final, mais la finalité n'aurait jamais pu arriver si tu n'avais pas fait ça. Donc en fait, c'est pas vraiment mis à la poubelle. C'est juste que t'avances en tâtonnant, quoi. Tu essayes un truc, ça marche pas, etc. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, surtout dans le métier de creative dev, c'est que en faisant toutes ces itérations et tous ces trucs qui au final ne servent à rien, entre guillemets, et ben en fait, tu rediriges la créa au fur et à mesure, quoi. Et tout le monde y trouve son compte, et que ce soit le client final, ou les designers, ou les devs, ça limite la frustration et Ouais. ça nous ouvre beaucoup de portes créatives. Ok. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir vos retours. C'est vrai que c'est une question que j'avais pas nécessairement posée jusqu'alors, mais en fait, on se rend pas compte, hein, finalement, vu de l'extérieur, on voit que le projet finit, quoi. Et en fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé dessus, il y a beaucoup de temps qui a été consacré. Et voilà, c'est quelque chose qui, psychologiquement, faut arriver, je pense, à l'encaisser, même si de base, dans le métier, c'est ça. Là, je pense que c'est d'autant plus lourd quand on voit l'ampleur du projet, quoi. Ok, bah écoutez, je vous laisse rapidement continuer, du coup, sur le case aussi. Je pense qu'on a fini. Ouais, on voulait terminer
sur cette note positive, en fait, comme tu disais, Dorian, rien n'est jeté à la poubelle. En fait, par exemple, toutes ces petites explorations, ces petits moments du UI ou du X avorté, en fait, peut-être que ça va contribuer à enrichir un portfolio à un moment donné. Peut-être que ça va être intégré pour parler d'un process auprès d'un autre client, par exemple. Donc, ouais, évidemment, il faut garder tout ça, faut le digérer. Mais au final, tous ces moments où on a dû faire le deuil, quoi, de ce qui n'a pas marché, faut aussi en être content, quoi, en fait. En tout cas, nous, ça fait notre bonheur, tu vois. Finalement, ça n'aura pas servi, entre guillemets, à rien, puisque tu viens sur le stream, tu nous présentes un peu toutes ces différentes étapes, et voilà, finalement, c'est quelque chose, nous, en tout cas, qui nous ravit on est ravis de découvrir ça à chaque fois, donc c'est cool. Qu'est-ce que, du coup, voilà, je voulais, Camille, rapidement, du coup, toi, qu'est-ce que tu en retires de ce projet? Qu'est-ce que tu referais peut-être différemment? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est ta conclusion un peu sur tout ça après autant de taf finalement qui a été abattu? Ouais, je pense que moi j'ai pas mal appris pour la collaboration avec le client dans ce projet finalement qui était hyper intéressante, mais elle était hyper dense parce qu'on avait 2 appels d'1h30 par jour par semaine avec eux. Donc à chaque fois, il fallait préparer quelque chose, ouais, il fallait être prêt, avoir notre argumentaire dans la poche, etc. Et du coup, ça, c'était super intéressant pour moi, en fait. Ouais. Et le gros truc pour les prochains projets, c'est la version mobile. Puisque là, on a appris que la plupart du trafic se faisait sur mobile, finalement. Nous, là, on le regarde sur desktop, le site, et c'est super. Et en fait, ouais, la plupart des gens lambda vont sur leur mobile pour voir ça. Et je pense que pour les prochains projets comme ça, commencer en mobile first pour les designs et l'UX, quoi. Ok. Ok, je regarde en même temps dans le chat s'il y a des questions particulières. Alors, les toilettes. Alors, les toilettes sont élégamment cachées dans les pavillons. Hein, Donc, vous avez vraiment prévu les toilettes, du coup, vous les avez vraiment placées Non. Non, j'espère pas quand même. Non, il y a des choses qu'on n'a pas mises. Non, mais Elles sont après, cachées sous le pavillon de la France, en fait. c'est vrai? Ouais, c'est 12 mois de boulot, enfin, je vois qu'Étienne dit c'est 12 mois, mais en fait, c'est bien plus, hein, on ne l'a pas dit, mais le projet donc, est sorti le 15 septembre. Après, on a une énorme période de QA, donc c'est la partie qualité. En fait, là, on check les bugs et tout, ça a duré à peu près un mois et demi, c'était assez long. Et puis après, il y a la mise en place d'une équipe qui vient reprendre le projet et poursuivre en fait jusqu'au mois de mars. Donc, il y a une équipe un peu plus réduite. Mais Camille et moi, on a continué à leader la partie UX, UI et aussi en dev Anthony pour que toutes les nouvelles demandes du client soient prises en compte, quoi. Donc, c'est pas encore du tout fini. On a encore un peu de travail. Aujourd'hui encore, on parle aux clients. D'accord. Je vais essayer de prendre ça et là quelques questions. On a une question super intéressante d'Étienne qui nous met 30 personnes, 12 mois de boulot. Le cost control a dû être drastique. Est-ce qu'il a influencé vos choix et vos axes créa et dev finalement? Initialement, ouais. Après, comme disait Logay, des fois, on n'avait pas trop le choix non plus de pousser au maximum, bien sûr dans la limite de ce qui était faisable au niveau tech. Et l'équipe de production a fait aussi du bon boulot, quoi. Et ce qui tenait surtout tout le monde, c'était la deadline, en fait. Même encore plus que le cost control, quoi. Ouais. C'était qu'il fallait que ce soit prêt pour le 15 septembre. Ouais. C'était surtout ça qui était le nerf de la guerre. C'est pas qu'en fait qu'une question de budget, mais plus une course contre la montre finalement. Absolument. Ok. J'ai une autre question du coup, donc qui a été posée par Inès et qui dit du coup pour ce projet, est-ce que ce sont les clients qui sont venus vous chercher ou est-ce que c'est un appel d'offres? Donc on y a un petit peu répondu. Je pense que c'est eux du coup qui sont venus suite à Tomorrowland, c'est ça, si j'ai bien compris? C'était quand même une phase de pitch, il y avait plusieurs personnes en jeu. Mais je pense qu'on a été sélectionnés, mais c'est vrai que ça aurait été bien que Henri réponde à cette question, parce que là, pour le coup, on n'est pas sûr à 100%. S'il est toujours dans le chat, je l'invite à répondre, évidemment, mais sinon, il n'y a pas de souci. Et après, donc, autre question plutôt dev, donc je pense que c'est une question globale, pas nécessairement que sur ce projet. Peut-être, Dorian, tu pourras nous éclairer.
niveau dev, qu'est-ce que vous utilisez comme type de techno? Voilà, on me demande est-ce que vous utilisez du React, ce genre de choses. Là, pour ce projet, j'imagine déjà de base, la partie 3D, c'est du Three.js, si je me trompe pas. Ouais, alors la partie 3D a été faite sur Three.js et le front sur React, ouais. Mais on en Ok. reparlera après. Ouais, ouais. Sur Mais le ouais, case ça a suivant. été... Ouais, ça a été un gros truc, parce qu'en fait, il y avait tellement de contenu, tellement d'éléments, de trucs que du coup, ouais, tout le front a été fait sur React. Ça permettait d'isoler les composants un peu plus finement. Mais ouais. Puis le WebGL a été fait sur Three.js. Un peu custom, mais Three.js. Ok.